Berlin, capitale de l'Allemagne nazie et siège du pouvoir d'Hitler. Une ville remarquable qui sera au cœur de l'empire que le Führer ambitionne de bâtir et dont la gloire éclipsera Rome. Adolf Hitler se prenait pour un architecte. Mais l'armée rouge approche et il faut protéger Berlin. Les plus gros canons devaient surplomber les toits de la ville. La capitale nazie se transforme en forteresse. Au centre, enfoui sous terre, se trouve le bunker indestructible du Führer. Il va y livrer son ultime bataille. Il faut se battre! 1 million de soldats soviétiques contre 5 lignes de défense nazie. C'est à Berlin que va se décider l'avenir du monde. Voici l'histoire de cette bataille. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. « 28 avril 1945. Les chars soviétiques envahissent les rues dévastées de Berlin. Les soldats allemands, des enfants pour la plupart, défendent farouchement leur ville contre les hordes russes. Le jeune Dieter Borkowski est un des témoins privilégiés de la bataille en cours. Aujourd'hui, se dressent partout dans la ville les vestiges des derniers jours de la capitale nazie. Michael Dempsey, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a consacré des années à les étudier. On a du mal à imaginer aujourd'hui l'ampleur de la bataille de Berlin. Plus d'1 million de soldats de l'armée rouge pénètrent dans une ville défendue par moins de 100 000 hommes. L'intensité et la violence de l'affrontement défient la raison. Heureusement qu'il existe des preuves. Dix ans plus tôt, en 1935, Berlin présente un tout autre visage. Le siège du pouvoir nazi est une ville cosmopolite, une des capitales culturelles de l'Europe. Secondé par son architecte en chef, Albert Speer, Hitler a lancé un vaste programme de construction destiné à transformer radicalement la ville. Adolf Hitler s'est toujours pris pour un artiste, peut-être même pour un architecte. Il avait de hautes prétentions culturelles. Des bâtiments administratifs, des stades et des aéroports aux dimensions colossales ont servi de vitrine au pouvoir durant les Jeux Olympiques de 1936. Hitler nourrit un projet encore plus ambitieux pour sa capitale, en faire le cœur d'un Reich qui durerait 1000 ans et dont la gloire dépasserait celle de l'Empire de Rome. Le nouveau Berlin d'Hitler, avec ses dômes gigantesques, ses avenues immenses, ses édifices massifs et démesurés, est très caractéristique de la psyché allemande. Hitler assoit les fondations de son futur empire en annexant une grande partie de l'Europe. Mais en 1944, les Britanniques et les Américains débarquent en France et marchent vers l'Allemagne. Sur le front de l'Est, les Soviétiques contre-attaquent et franchissent le fleuve Oder. Ils ne sont plus qu'à 48 km de Berlin. En Europe, la victoire semble acquise aux Alliés. La bataille sur l'Oder pourrait décider du sort de l'Allemagne. L'armement dont vous disposez est le seul qui nous reste. Vous devez vous battre à mort pour contrer l'offensive russe.
de se battre jusqu'à son dernier souffle. Berlin sera son bastion. C'est la capitale du Troisième Reich et il va y livrer son ultime bataille. Son plan consiste à aménager 5 systèmes de défense pour protéger la ville. 58 km de tranchées et de fossés anti-chars sur les hauteurs de Zelow. Une ligne extérieure qui part du canal de Teltow. Une ligne intérieure comprenant l'aéroport de Tempelhof. 3 gigantesques tours de défense anti-aérienne. Et enfin, des voies d'eau encerclant le cœur de la forteresse, surnommée la Citadelle. C'est ici que se trouve le Reichstag et le bunker d'Hitler. Ce parking, au centre de Berlin, est probablement le plus incroyable au monde, puisqu'il s'agit de l'emplacement exact du bunker d'Hitler. Les vestiges du tristement célèbre édifice se trouvent enfouis à 8 mètres sous terre. Après la guerre, les Alliés ont tenté de le détruire afin d'éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage nazi. Mais il était trop solide. Ce n'est qu'en 1988 que le toit de l'abri en béton a été mis en pièces, après 6 mois d'efforts. C'est le pilonnage de la capitale par l'aviation alliée qui va entraîner la construction du bunker et des 5 lignes de défense. Car le Führer ne se sent plus en sécurité. Hitler voulait se mettre à l'abri sous terre. Cette obsession lui vient des tranchées. Beaucoup de survivants de la Première Guerre mondiale ne se sentent en sécurité que sous terre. Le bunker est enterré très profondément dans le sol, sous les jardins de la chancellerie. 30 petites pièces sont réparties sur 2 niveaux, la chambre d'Hitler étant la mieux protégée de toutes. À 40 km au sud de Berlin, la ville de Zossen abrite les vestiges d'un autre complexe nazi. Ces ruines nous donnent une excellente idée de ce à quoi devait ressembler le bunker d'Hitler. Nigel Dunkley, un ancien chef d'escadron, s'est spécialisé dans l'histoire de la chute de Berlin. Nous sommes dans le bunker de Zossen. C'est la même entreprise qui a construit cet abri et celui de Hitler. C'est le dernier encore debout dans Berlin ou les environs, qui soit quasiment identique au bunker d'Hitler, aussi bien dans la forme que dans l'esprit. Ces bâtiments ont chacun une superficie de près de 5000 mètres carrés. Le complexe de Zossen servait de centre de communication à l'armée allemande. Afin de le protéger des bombardements aériens, les ingénieurs ne se sont pas contentés de l'enterrer à 11 mètres de profondeur. Ils l'ont également doté d'un toit indestructible. Hitler a exigé la même protection pour son bunker. Nous avons ici 3 mètres de béton armé, avec des barres d'acier. Au-dessus de sa tête, Hitler avait une épaisseur de 4,5 mètres de béton. Ce toit devait le protéger contre tout ce que les soviétiques ou n'importe qui d'autre pouvaient lui envoyer. Le bunker du Führer est situé au cœur de la citadelle. Et comme un château fort, il est entouré d'eau. La rivière Spree et le canal Landwehr constituent une sorte de douve naturelle. À l'extérieur se dressent les 3 tours de défense aérienne, des ouvrages de 50 mètres de haut, armés chacun de 20 pièces d'artillerie. Une seule de ces tours subsiste, et peu de gens sont autorisés à y pénétrer. Pour Sean Davis, guide à Berlin, elle n'a plus aucun secret. Nous nous tenons sur la seule structure encore debout, le mur nord. Ça vous donne une idée de la taille de l'ensemble. Ces tours allaient rapidement devenir les principales défenses de la capitale nazie. Mais il a fallu attendre le début du bombardement allié sur la ville pour qu'elle voie le jour.
Lors du premier pilonnage britannique, Berlin était faiblement protégé. Tout simplement parce que les nazis n'ont jamais imaginé que des forces aériennes ennemies pourraient bombarder l'Allemagne. Hitler doit à tout prix protéger Berlin, la capitale de son futur empire. Les nazis se sont immédiatement lancés dans un programme de construction d'abris et de forteresses afin de protéger les villes contre de futurs raids aériens. Et c'est Hitler qui était aux manettes. Il dessine les tours et confie le chantier à son architecte préféré, Albert Speer. Voilà comment j'imagine les futures tours. Mon projet est-il viable? Naturellement. Elles seront imprenables et protégeront notre merveilleuse ville pendant des siècles. Bien. Albert Speer est un personnage très intéressant. Il est architecte, il approuve Hitler et adhère au nazisme. Mais c'est aussi un homme extrêmement capable, d'une grande intelligence et très motivé. Pour mener à bien le projet, 100 000 tonnes de béton et d'acier s'avèrent nécessaires. Chaque jour, 3700 tonnes de matériel sont acheminées dans la capitale pour construire les tours de défense anti-aériennes. Les horaires des trains sont modifiés afin de fluidifier le trafic incessant. Malgré leur gigantisme, les 3 structures sortent de terre en 8 mois. Ces tours devaient permettre aux canons les plus puissants de l'arsenal allemand de surplomber la ville et d'avoir un rayon d'action maximal. Les structures carrées sont flanquées de 4 tourelles, dont chacune est surmontée d'un canon anti-aérien de 128 mm. Ces armes puissantes ont été conçues pour abattre les bombardiers alliés. Mais à l'arrivée des Russes, elles sont pointées vers le sol. Dieter Borkowski est un des soldats chargés de servir les canons. Il a 18 ans et il raconte ses exploits dans son journal. En 1945, pour défendre la capitale, l'armée allemande ne compte que des jeunes soldats inexpérimentés. Je peux vous aider? Je voudrais une permission pour le week-end, pour aller voir ma mère. Votre nom, s'il vous plaît. Dieter Borkowski. Il ressemble au mien? Moi, c'est Inge Dombrowski. Vous êtes d'où? De Berlin. Étant donné son jeune âge, Dieter n'a jamais rien connu d'autre que l'Allemagne nazie. Bientôt, il va devoir défendre sa famille, son Führer et sa patrie. Février 1945. Les forces soviétiques stationnées sur l'Oder se préparent à attaquer Berlin. Des renforts arrivent de l'arrière. De leur côté, les Alliés envoient leurs bombardiers raser la capitale et ouvrir ainsi la voie à l'armée rouge. Depuis le sommet des tours, on domine la zone d'approche de Berlin par le nord. Et bien sûr, on pouvait faire pivoter les canons anti-aériens dans toutes les directions, de manière à faire face aux chasseurs ennemis qui fondaient sur la ville. Les soldats allemands tirent sans répit sur les Alliés. Les canons ont une portée de 13 km et couvrent 360 degrés.
puissance est telle que les constructeurs des tours ont dû en tenir compte dans leurs calculs. Chaque tir génère une force de quelques 40 tonnes qui se propage vers le bas dans la structure. Les bombes alliées atteignent leur cible à maintes reprises, mais les tours d'Albert Speer tiennent le choc. À elle seule, la quantité de matériel utilisé les rend indestructibles. Aujourd'hui, Sachakil est chargé de la sauvegarde des vestiges. Voici un endroit parfait pour vous montrer l'épaisseur des structures. Ici, on a 2 mètres de béton armé. C'est un mur. Et il faut savoir que le plafond, c'est le double. 4 mètres de béton armé. Alors que les Alliés pilonnent leur ville sans relâche, les Berlinois courent se réfugier dans les gigantesques tours. Chacune peut en accueillir environ 15 000. Dans la citadelle, Hitler cherche aussi à se mettre à l'abri. Il n'a pas d'autre choix que de déménager son centre de commandement sous terre dans son bunker. Hitler est déterminé à défendre chaque pouce de terrain. Il ne quittera pas Berlin, il va se terrer dans son bunker et y rester jusqu'à la fin. D'autres espaces spécialement aménagés sont mis à la disposition des notables nazis. Nous nous trouvons dans un Luftschutzraum, un abri anti-aérien. Celui-ci est plutôt petit. Il devait être plein à craquer, surtout à la fin de la guerre. Une scénette a été peinte, histoire peut-être de rendre l'endroit plus accueillant. Après chaque raid, les Berlinois émergent de leurs abris et voient comment, peu à peu, leur ville fabuleuse est rayée de la carte. Les photos de Berlin prises au printemps 1945 offrent une vision d'apocalypse. Partout, des immeubles en ruine, les vitres ont volé en éclats, les décombres envahissent les rues, les gens sont émaciés, squelettiques, la maladie rôde, les égouts ont été éventrés. C'est une ville détruite, alors qu'elle n'est pas encore à portée de tir de l'artillerie soviétique. L'avancée des troupes russes, que précède une effroyable réputation, terrifie les Berlinois. Quelques années plus tôt, la Wehrmacht est arrivée aux portes de Moscou, non sans avoir commis d'innombrables atrocités sur son passage. Lorsque le cours de la guerre s'inverse et que les Soviétiques avancent sur Berlin, ils n'ont qu'une idée en tête. L'armée rouge s'est battue sans relâche, depuis Stalingrad jusqu'à Berlin. Ces soldats ont vu des horreurs. Ils ont vu ce que les nazis avaient fait subir aux populations des territoires annexés par le Reich. Ils sont arrivés à Berlin prêts à se venger. Des réfugiés venus de l'Est affluent vers la capitale allemande, répandant des rumeurs sur ce qui attend les Berlinois. Silence! Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Tu mens. Elle a dit que quand les Russes seront là, ils nous emmèneront dans les mines de Sibérie et ils forceront nos femmes à se prostituer. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mars 1945.
L'armée rouge, stationnée sur l'Oder depuis 2 mois, dispose d'une réserve de plus de 7 millions d'obus. Quant aux Alliés, à l'ouest, ils ont traversé le Rhin et avancent sur Berlin. Contre l'avis de ses généraux, Hitler est bien déterminé à défendre sa capitale. Et tant pis si les armes miracles ne sont pas encore opérationnelles. Son architecte Albert Speer lui a conseillé de protéger l'industrie afin de pouvoir reconstruire le pays après la défaite. Après la défaite, lui a répondu Hitler, il n'y a pas de défaite qui tienne. Et dès le lendemain, il lançait sa politique de la terre brûlée. Il ne fallait rien laisser à Berlin qui puisse servir aux soviétiques. L'ennemi réduira le pays en cendres lorsqu'il se retirera. Il n'aura aucune pitié pour notre peuple. J'ordonne que tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, pourrait servir à l'ennemi, soit mis en pièces. Il ne faut rien lui laisser. Rien. Hitler prend la décision effarante de faire démolir les complexes industriels, les lignes de chemin de fer stratégiques et les ponts. La destruction de monuments anciens d'une valeur architecturale inestimable horrifie Albert Speer. À ce stade, ça n'a aucun sens d'entreprendre des démolitions qui risquent de mettre en péril la survie de la nation. On ne laissera rien aux Russes. Quitte à tout raser. Si seulement vous croyiez qu'on pouvait encore gagner, si seulement vous aviez confiance. Vous croyez en la victoire ? Non, même avec la meilleure volonté du monde. Je refuse de faire comme tous ces lèche-bottes qui vous disent qu'ils croient en la victoire, alors que je n'y crois pas. Vous avez 24 heures pour me donner votre réponse. « 30 mars 1945. Albert Speer cède aux exigences d'Hitler et entame la destruction systématique des infrastructures nazies. À l'est, les troupes soviétiques stationnées sur l'Oder ne sont qu'à 16 km des hauteurs de Zelow, la première ligne de défense de Berlin. Elles se préparent à passer à l'offensive. Elle dispose de 41 divisions blindées et de plus de 9000 canons d'assaut. Les Russes ne comptaient attaquer qu'à 10 contre 1, voire à 40 contre 1, au moins sur le front principal. Autrement dit, avec une supériorité écrasante. La Wehrmacht va devoir affronter 1 million de soldats soviétiques, 2500 chars et 1500 lance-fusées. Un rapport de force très défavorable qui inquiète les généraux allemands. Mais Hitler n'en a cure. Ces généraux, ils n'ont qu'un mot à la bouche. Impossible. C'est incroyable. Notre armée doit retenir les Russes au niveau de l'Oder. Cette zone de 48 km qui sépare l'Oder de Berlin, c'est le dernier bouclier. C'est tout ce qui sépare l'armée rouge de la capitale, le cœur du Troisième Reich. Les généraux allemands savent que le seul moyen de freiner l'avancée soviétique est de tirer parti de la topographie du terrain entre le fleuve et la capitale. Nous nous trouvons sur les hauteurs de Zelow. C'est le dernier point élevé avant Berlin, ce qui en fait l'endroit idéal pour assurer sa défense. Depuis ces collines, les nazis verront avancer les 2500 chars ennemis. Pour en réduire le nombre et rétablir l'équilibre des forces en présence, ils trouvent une solution ingénieuse. Profiter des structures déjà existantes dans la campagne allemande. Ils vont aménager les canaux d'irrigation qui sillonnent la zone, de façon à les transformer en fossés anti-chars. Pour être infranchissables, ces ouvrages de défense doivent être suffisamment larges.
Par ailleurs, la pente n'est inclinée qu'à 70 degrés, de sorte que le blindé la descend sans difficulté, mais se retrouve piégé. Ça oblige les ingénieurs à construire une passerelle. Pendant ce temps, les chars sont à l'arrêt, et par conséquent plus vulnérables. Et enfin, ça laisse le temps de concentrer des armes anti-chars le long de ces obstacles. Pour défendre les hauteurs de Zelow, les Allemands construisent 58 km de tranchées et de fossés anti-chars. La bataille de Berlin, l'ultime bras de fer de la guerre, commence à 3 h du matin, le 16 avril 1945. Dès les premières lueurs de l'aube, l'infanterie et les chars russes passent à l'offensive. Les Soviétiques étaient pressés. Ils voulaient arriver à Berlin le plus vite possible. Mais à la fin de la journée, ils n'ont pas encore pris les hauteurs de Zelow. Ils découvrent avec horreur que les défenses allemandes sont bien plus efficaces qu'ils ne l'imaginaient. Alors que leurs ennemis sont 10 fois plus nombreux, les Allemands parviennent à les contenir 4 jours durant. Malgré le savoir-faire de leurs ingénieurs et leur volonté farouche, les Allemands ne pouvaient pas résister indéfiniment. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'écrasante supériorité numérique des Soviétiques et leur détermination sans faille ne l'emportent. Les Russes finissent par franchir les fossés anti-chars. Et le 19 avril, ils s'emparent des hauteurs de Zelow. Ils ont perdu plus de 30 000 hommes et 700 chars, mais Berlin est désormais tout proche. Réfugié dans son bunker, Hitler fête son 56e anniversaire. Les dernières images qu'on a de lui le montrent félicitant des membres des jeunesses hitlériennes qui ont survécu à la bataille. Il ne fera plus aucune apparition publique. Adolf Hitler décore de la croix de fer des jeunes soldats. Il les félicite pour le courage dont ils ont fait preuve en affrontant les tanks russes, souvent de près. Au même moment, près de 2000 chars ennemis fondent sur Berlin. Pour les détruire, les Allemands disposent d'une arme révolutionnaire, un lance-roquettes anti-char portatif, le Panzerfaust. Non, 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 non! Il faut rester baissé, abruti! Passez-moi ça! Et regardez, je vais vous montrer. La roquette peut percer un blindage de 10 cm d'épaisseur à 100 mètres de distance. Le Panzerfaust, littéralement le point blindé, était en avance sur son temps. Il faisait appel à une technologie très simple. On pouvait donc le confier à un enfant ou à un vieillard. Et il l'utilisait sans crainte, parce que l'arme n'avait pas de recul. En s'approchant suffisamment du char, on pouvait être sûr que la roquette ferait son boulot. Les Berlinois, jeunes et moins jeunes, s'entraînent au maniement d'un des derniers nés des usines d'armement allemandes. Bientôt, ils vont devoir s'en servir contre l'ennemi. Les Soviétiques atteignent le canal de Teltov. Le 25 avril, l'armée rouge traverse ce canal avec des canons pneumatiques. Elle établit sa tête de pont, puis fait venir des barges et improvise des ponts flottants. À partir de là, les soldats et les blindés peuvent affluer. Les Soviétiques progressent rapidement en direction du cercle de défense suivant, la ligne intérieure. Le canal de Teltov, intégré à la ligne de défense extérieure de Berlin, tombe en 4 jours. Les Russes ne sont plus qu'à 6 km du bunker du Führer. Les généraux allemands veulent prendre la fuite.
Hitler est furieux. Vous êtes tous des lâches, des êtres méprisables et perfides. Vous êtes mes généraux et vous me tenez tête depuis des années. Depuis des années. Vous êtes des renégats, des renégats. Je ne veux plus vous donner d'ordre. Sale traître, je perds mon temps. Messieurs, si vous pensez que je vais quitter Berlin, vous vous trompez lourdement. Je préfère encore me tirer une balle dans la tête. Hitler s'égare. Il croit toujours que sa capitale ne tombera pas aux mains des soviétiques. Et pourtant le piège se referme rapidement. L'armée rouge a atteint l'élément clé de la ligne de défense intérieure, l'aéroport de Tempelhof. C'est un poste de commandement. De la nourriture, des munitions sont donc stockées ici. Tout ce qui est nécessaire à la défense de la ville est entreposé dans cet édifice, ce qui en fait une forteresse dans la forteresse. Pour les soviétiques, qui ont désespérément besoin d'approvisionner leurs troupes épuisées, c'est une cible de choix. Mais les Allemands ont transformé l'aéroport en une véritable place forte. Vous avez une série de tourelles derrière moi. C'est comme un château, ou la grande muraille de Chine, si vous préférez. Sur ces plateformes, on peut facilement installer des canons. C'est une sorte de guerre des tranchées en hauteur. Derrière cet écran visuel, on place des pièces d'artillerie qui tirent de plus haut sur les soviétiques. Les combats sont violents. Les tunnels sous l'aéroport en portent encore la trace. Ça devait être le chaos total. Un bruit assourdissant. Des gens hurlant des ordres dans tous les sens. Il n'y avait pas de lumière. C'était rempli de fumée, de poussière de briques, tout ça. Finalement, le nombre fait pencher la balance. Le 27 avril, les soviétiques s'emparent de l'aéroport. C'est une victoire stratégique capitale. 36 heures à peine après la fin des combats, les biplans soviétiques atterrissent ici, dans Berlin même. Ils viennent évacuer les victimes, approvisionner l'armée. Il y a aussi des avions de chasse. Les soviétiques repartent à l'attaque, mais se heurtent à la résistance acharnée des derniers Berlinois. Plus de 2 millions de bombes sont tombées sur la ville. Les décombres se sont accumulés et forment des barricades naturelles. Plus les chars ont du mal à progresser, plus j'ai des chances de m'approcher, de viser la tourelle et de détruire le blindé. La supériorité de l'armement soviétique ne pèse pas lourd face aux attaques éclairs des jeunes soldats armés de leurs Panzerfaust portatifs. Pourtant, d'heure en heure, l'armée rouge se rapproche du bunker et d'Hitler. Fuyant les chars soviétiques, les Berlinois se réfugient dans les tours de défense réputées indestructibles.
Chaque bâtiment pouvait officiellement accueillir environ 15 000 civils. Je dis bien officiellement, parce qu'en réalité, on sait qu'ils ont été 3 ou 4 fois plus nombreux à s'entasser à l'intérieur. Jusqu'à 60 000 personnes investissent chaque tour, dans l'espoir d'être protégés par les épaisseurs de béton. L'armée rouge pilonne sans relâche les 3 grands derniers bastions nazis. Les chars russes se tenaient à 300 mètres d'ici. Et ils essayaient de percer le mur en béton armé de 3 mètres d'épaisseur. Mais ils n'y sont jamais parvenus. Bien que l'armée rouge concentre toute sa puissance de feu sur les 3 tours, ces dernières sont encore debout. Les gens à l'intérieur ont eu beau résister, ils ne pouvaient pas empêcher l'anéantissement de Berlin. Autrement dit, les soviétiques n'avaient qu'à patienter. À un moment ou à un autre, ils seraient obligés de se rendre. L'armée rouge cesse donc de s'acharner sur les tours et fond sur le bunker et le Reichstag. Le prochain obstacle est la douve encerclant la citadelle. Les Allemands ont fait sauter tous les ponts, sauf un. Les lignes de défense extérieure et intérieure ont été enfoncées. Reste maintenant à franchir le fossé qui protège la citadelle de l'autre côté. Or, les ingénieurs de la Wehrmacht n'ont pas réussi à démolir le pont Moltke. Cet ouvrage est le dernier obstacle qui se dresse entre l'armée soviétique et le bunker d'Hitler. Le 28 avril 1945, au crépuscule, l'armée rouge se lance à l'assaut de la citadelle. Si elle parvient à franchir cette 4e ligne de défense, la ville tombera. Les soldats allemands ont défendu le pont âprement. Plus l'ennemi s'approchait de la citadelle, plus leur désespoir et leur fanatisme grandissaient. Car les nazis savent que si les Russes parviennent à leur fin, ils ne seront plus qu'à quelques mètres de leur objectif final. Pour les soviétiques, il était très important de montrer à leur peuple le corps d'Hitler. Ils se sont combattus contre ce régime autocratique dont il était le chef, le Führer. À minuit, l'armée rouge prend le contrôle du pont et pénètre enfin dans la citadelle. Il ne lui reste plus qu'à détruire le bunker. Hitler, quant à lui, met en œuvre son dernier plan. Le 29 avril, il épouse Eva Braun, sa maîtresse de longue date. Une façon de la remercier pour sa loyauté mal placée. Le 30 avril, vers 15h30, il va se suicider avec elle dans le bunker. Hitler savait ce qui était arrivé à Mussolini. On lui a uriné dessus. Il a été pendu en public à Milan. Lui s'est fait incinérer pour ne pas subir le même sort. Annonce faite depuis le quartier général du Führer. Cet après-midi, alors qu'il était à son poste de commandement à la chancellerie, où il s'est battu jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme, notre Führer, Adolf Hitler, est mort pour l'Allemagne. Quand ils ont appris le décès d'Hitler, les Berlinois se sont sentis abandonnés et trahis par l'homme qui était devenu leur chef, le père de la nation. À l'intérieur d'une des tours de défense anti-aérienne, le soldat Dieter fait une découverte macabre. Près de 4000 personnes ont préféré mettre fin à leur jour plutôt que de tomber aux mains des soviétiques. Sergent ? Vous avez vu Inge Dombrowski ?
Elle est morte. Le lieutenant Zeidler l'a tuée. L'armée rouge parvient au pied du Reichstag. Ces 3 tentatives d'assaut échouent. Ses rangs sont décimés. Les soldats doivent faire sauter les entrées murées et engager un combat au corps à corps. À 22h40, le 30 avril 1945, le drapeau rouge de l'Union soviétique flotte enfin au-dessus de l'Assemblée. Ça signifie que l'armée rouge a enfoncé systématiquement toutes les lignes de défense dressées sur son chemin par les Allemands. Et par conséquent, que l'Allemagne nazie est forcément battue et que la guerre en Europe est presque terminée. Une ville moderne, admirée de tous quelques années auparavant, n'est plus qu'un amas de pierres. 7 heures après le suicide d'Hitler, elle tombe aux mains des Soviétiques. Un quart de la ville a été anéanti. Un demi-million d'appartements ont été détruits. Il ne reste rien des infrastructures modernes. Il n'y a plus d'eau potable, les femmes réduites en esclavage déblaient les décombres pour dégager les rues. Et surtout, il y a la puanteur des corps qui pourrissent sous les ruines. L'armée rouge a perdu plus de 80 000 hommes. La Wehrmacht, près du double. Il ne faut pas oublier que la bataille de Berlin n'aurait jamais dû avoir lieu. Et que si elle a eu lieu, c'est uniquement parce qu'Adolf Hitler, qui aurait pu se rendre, accepter l'inévitable, ne l'a pas fait. Et donc cette ville, et bien d'autres choses, ont été sacrifiées sur l'autel de son ego. Albert Speer est condamné à 20 années de réclusion pour sa participation aux crimes de guerre nazis. À sa sortie de prison en 1966, il raconte dans un livre son expérience comme architecte du Troisième Reich. Dieter étudie l'histoire à l'université de Berlin et devient journaliste. Il meurt en 2000, à l'âge de 71 ans. L'Allemagne nazie capitule une semaine après la chute de Berlin, le 8 mai 1945. En Europe, les combats cessent. La reddition des Japonais, près de 4 mois plus tard, met un terme à la Seconde Guerre mondiale. La technologie militaire allemande et les mégastructures nazies n'ont pas empêché le Troisième Reich d'Hitler de sombrer. Plus de 60 millions d'êtres humains ont trouvé la mort dans le conflit le plus meurtrier de tous les temps.